nous avons fait les premiers pas dans une nouvelle étape historique de la lutte pour ce qui nous appartient. C'est ce qu'a déclaré le président vénézuélien Nicolás Maduro dans son discours à la nation à l'issue du référendum du 3 décembre. Le vote a eu lieu pour évaluer l'humeur des Vénézuéliens face aux revendications territoriales de Caracas sur la région d'Essequibo, dans le Guyana voisin. 95% des électeurs ont soutenu les efforts visant à prendre le contrôle de l'Essequibo. La République bolivarienne du Venezuela affirme avoir le droit de contrôler 70% du territoire de la République voisine du Guyana. Le référendum a été précédé par une activité accrue de l'armée vénézuélienne et un niveau de préparation plus élevé des troupes brésiliennes qui se sont réinstallées sur le territoire contesté. Les Américains et les Britanniques préparent en revanche les forces guyanaises. Tous les signes indiquent qu'une invasion est un scénario viable. Le conflit d'Essequibo remonte à l'époque de la colonisation européenne, mais il existe de nombreuses autres raisons pour expliquer sa résurgence. Ce qui est en jeu, ce sont des milliards de dollars provenant des ressources naturelles du Guyana, une confrontation électorale interne au Venezuela, un équilibre des pouvoirs régionaux et une rivalité mondiale. Aux dernières nouvelles, Maduro a annoncé l'annexion unilatérale de l'Essequibo par le Venezuela. Penchons-nous donc sur l'Essequibo, où plane le spectre de l'invasion. Sur carte. Le conflit autour de la région d'Essequibo, également connu sous le nom de Guyana Essequiba, dure depuis plus de 180 ans. La région de 160 000 km², légèrement plus grande que la Grèce, s'étend à l'ouest du fleuve Essequibo. Pendant des décennies, Caracas a marqué l'Essequibo comme un territoire contesté sur ses cartes. N'oublions pas que nous parlons de plus de 70% du territoire d'un pays voisin. Néanmoins, les affirmations vénézuéliennes ne sont pas totalement inattendues. Pour approfondir la question, il faut remonter à la période de la colonisation. D'abord sous contrôle espagnol puis hollandais, les Britanniques incorporent finalement l'Essequibo à leur empire en 1814 par le biais d'un traité avec les Pays-Bas. Cependant, le traité ne définissait pas clairement la frontière occidentale. D'autre part, la Grande Colombie, qui a obtenu son indépendance de l'Empire espagnol en 1819, et la République du Venezuela, qui s'est séparée de la Grande Colombie en 1830, avaient une position claire à la frontière avec la Guyane britannique. Elle devait suivre le fleuve Essequibo. La découverte d'or dans l'Essequibo en 1840 ramena l'attention britannique sur la région et officialisa l'action britannique. En 1835, Robert Schomburgk, un explorateur allemand travaillant pour la Royal Geographical Society, entreprit une étude botanique et géographique de la Guyane britannique à la demande de Londres. Le résultat de ces levées fut un concept de frontière qui, selon Schomburgk, correspondait à la limite ouest des terres revendiquées par les Néerlandais, puis par les Britanniques. Les Britanniques optent donc pour une frontière tracée le long de la ligne Schomburgk, qui ajoute quelques 80 000 km² au territoire. Le Venezuela a rejeté les nouvelles frontières et a appelé à l'intervention américaine. Ainsi, Washington a fait pression pour un arbitrage international de l'affaire en 1865. 34 ans plus tard, l'arbitrage de Paris s'est prononcé en faveur des Britanniques et établit la ligne Schomburgk comme frontière officielle. Au milieu du XXe siècle, cependant, des révélations ont fait surface, suggérant une possible conspiration. Les Britanniques auraient collaboré secrètement avec un avocat russe, Friedrich Martens, qui avait été juge lors du procès de 1899, qui avait abouti à la chute de l'Essequibo aux mains de l'Empire britannique. Le Venezuela a annulé la décision en 1962 et a signalé les irrégularités à l'ONU. Bien que le Royaume-Uni ait refusé de réviser l'accord, des négociations ont commencé et ont abouti à l'accord de Genève de 1966, toujours en vigueur aujourd'hui. Cet accord soutenait essentiellement le statu quo, reconnaissant les revendications territoriales du Venezuela et ordonnant à l'ONU de rechercher une solution. En 2018, le Guyana a fait appel à la Cour internationale de justice de La Haye, la principale instance judiciaire de l'ONU, pour résoudre le différend territorial. Mais le Venezuela a rejeté la compétence de la Cour pour régler le différend. Pourtant, le tribunal s'est prononcé depuis sur l'affaire à 3 reprises. En 2020, reconnaissant sa compétence. En avril 2023, rejet de la demande du Venezuela d'impliquer le Royaume-Uni. Et le 1er décembre 2023, 2 jours avant le référendum de Caracas, il a ordonné au Venezuela
de s'abstenir de compromettre le statu quo régional jusqu'à ce qu'une décision finale soit prise sur la question. Peu de temps après la décision de la Cour de La Haye, des unités militaires vénézuéliennes ont déployé des banderoles indiquant « Essequibo est à nous », appelant à l'annexion de la région d'Essequibo au Venezuela. Nicolás Maduro, quant à lui, a accusé le Guyana de constituer, je cite, « une menace sérieuse à la stabilité de la paix ». Le même jour, le ministre de la Défense Padrino López a déclaré que le Venezuela, je cite, « marcherait contre l'impérialisme en Guyana ». La peur grandit et le spectre de l'invasion plane sur le Guyana. Examinons donc la situation stratégique. Les forces armées vénézuéliennes se composent de 3 branches traditionnelles: armée de terre, marine et forces aériennes. Chacune comporte environ 130 000 soldats, complétés par la garde nationale et la milice bolivarienne. Ils constituent une réserve de 3 millions de citoyens ayant une formation militaire limitée, utilisée comme une force répressive par le régime socialiste de Maduro. Le Venezuela est le seul pays de la région doté de systèmes de défense aérienne à moyenne et longue portée, notamment des batteries S-300 et Buk M2 de fabrication russe. Grâce à ces capacités, le Venezuela peut contrôler efficacement son espace aérien et dissuader toute force aérienne latino-américaine, y compris le Brésil. L'armée vénézuélienne dispose de plusieurs centaines de pièces d'artillerie, principalement des Otto Melara M56. À cela s'ajoutent près de 200 chars russes T-72B et des chars français AMX-30 obsolètes. Le Venezuela possède également 200 véhicules blindés BMP-3 et BTR-80 récemment achetés à la Russie. L'armée de l'air se compose d'une flotte de 23 chasseurs Su-30 et de 16 chasseurs F-16, bien que leur état de préparation au combat soit inconnu en raison de l'embargo américain. Le soutien aérien est assuré par un groupe de seulement 10 hélicoptères d'attaque Mi-35 et seulement 3 hélicoptères de transport Mi-26. L'état de la marine vénézuélienne est encore pire. Caracas dispose d'un nombre très limité de frégates, de corvettes et de patrouilleurs. Ces 2 sous-marins ont été mis hors service et l'état opérationnel de ces 2 navires de débarquement est inconnu. Bien que le Venezuela ne soit pas une puissance militaire, ses capacités sont suffisantes pour submerger le Guyana, qui ne dispose pas de capacité de défense significative. Le Guyana consacre au minimum 0,6% de son PIB à la défense. Le résultat est une force mal équipée et mal entraînée, utilisant une technologie militaire brésilienne obsolète, comme les véhicules blindés Cascavel et Urutu, et les véhicules blindés espagnols VAC M1. L'artillerie et la défense aérienne sont inexistantes, et le pays manque d'hélicoptères et d'avions de combat. Le Guyana n'a pas non plus de marine. La capacité militaire du Venezuela, petite mais dominante par rapport au Guyana, découle de ses relations avec la Russie. Caracas est un client régulier de Moscou depuis 2005, date de la signature du premier contrat d'armement. Le politologue Arnaldo Cardoso, professeur à l'université Mackenzie, note qu'entre 2007 et 2011, le Venezuela a acheté pour plus de 12 milliards de dollars d'armes à la Russie. Depuis 2008, les 2 pays ont mené des manœuvres militaires conjointes, dont une impliquant un croiseur à propulsion nucléaire et 2 bombardiers Tu-160. Il s'agissait des premières opérations de ce type menées par la Russie en Amérique latine depuis la guerre froide. En décembre 2018, un bombardier russe à capacité nucléaire a atterri au Venezuela pour préparer la défense du pays en cas de coup d'État. Alors que la consolidation du pouvoir de Maduro s'affaiblissait en 2019 et que le chef de l'opposition, Juan Guaidó, était reconnu comme président par intérim par plus de 50 pays, Donald Trump a réitéré que toutes les options sont sur la table, suggérant qu'une intervention militaire au Venezuela n'était pas hors de question. Cependant, le soutien russe, qui comprenait l'envoi de mercenaires du groupe Wagner dans le pays pour renforcer la sécurité du président, a finalement renforcé l'emprise de Maduro sur le pouvoir. Ce soutien politique de la Russie a été confirmé lors d'une réunion entre le secrétaire du Conseil de sécurité russe, Nikolai Patrushev, et le président Maduro en mars 2023. Patrushev a salué, je cite, « la condamnation publique par le Venezuela de l'Occident et de la politique destructrice de l'OTAN à l'égard de la Russie. » Mais l'histoire montre qu'un avantage matériel ne constitue pas une garantie de succès. N'oubliez pas que l'Essequibo est essentiellement une jungle. Cette jungle amazonienne constitue un défi de taille pour les déplacements de chars et de grandes formations militaires. Le terrain lui-même constitue de facto un atout défensif majeur pour le Guyana. Il n'existe essentiellement qu'une seule route traversant l'Essequibo, reliant les principales villes au Brésil.
il n'y a pas de lien direct avec le Venezuela. Avec une seule route reliant les grandes villes et le Brésil, conquérir cette route serait une tâche formidable pour le Venezuela. Cependant, une fois cette ligne de communication vitale coupée, un siège opérationnel de Georgetown devient plausible, notamment avec la mise en place d'un blocus naval. La population du Guyana compte un peu moins de 800 000 habitants, dont environ la moitié vit dans la capitale, Georgetown, et dans les villes côtières voisines. Cette concentration fait de la ville le principal point stratégique, laissant de vastes zones moins défendues et susceptibles d'une éventuelle avancée des forces vénézuéliennes. La logistique, quant à elle, constitue un casse-tête pour les deux parties. Les villes constituent un choix naturel pour les dépôts de ravitaillement, mais elles sont éloignées de la région d'Essequibo. Compte tenu des infrastructures routières limitées, les deux parties devront donc recourir au transport fluvial. Les opérations de ravitaillement aérien à grande échelle ne constituent pas une option viable en raison du manque de ressources aériennes suffisantes pour les deux forces. De plus, la grave sécheresse en Amazonie a conduit à des niveaux de rivière historiquement bas, compliquant encore davantage la navigation et limitant la capacité de chargement. Après avoir analysé ces facteurs, quelles sont les options de manœuvre en cas d'invasion? Un débarquement amphibie? Même si des navires militaires étaient capables de mener une telle opération contre la capitale Georgetown, il ne faut pas oublier que des bases navales sont situées à Puerto Cabello et à Punto Fijo. Cela signifie que les navires auraient dû naviguer dans les eaux territoriales des pays des Caraïbes, ayant des liens étroits avec les États-Unis avant d'atteindre le Guyana. Une autre option serait d'utiliser le territoire brésilien comme passage pour éviter de traverser les zones de jungle. Les Vénézuéliens auraient alors accès à la principale voie de communication et pourraient se diriger vers Georgetown. Mais le Brésil, bien que son président soit essentiellement un allié de Maduro, semble réticent à transformer le conflit en une invasion militaire. De plus, l'autorisation d'entrée de troupes étrangères au Brésil dépend de l'approbation du pouvoir législatif qui penche actuellement à l'opposé, vers la gauche. Par conséquent, à moins que les forces armées vénézuéliennes n'aient l'intention d'avancer méticuleusement à travers la jungle, pour atteindre les rives du fleuve Essequibo et déclarer la région occupée, leurs options semblent limitées. La question se pose. Padrino, le ministre de la Défense, envisage-t-il de progresser lentement à travers la jungle et de s'engager dans une guérilla? Mais revenons à la situation dans son ensemble. Pourquoi Maduro a-t-il décidé de faire monter la pression maintenant? Depuis 2021, la politique intérieure du Venezuela s'est progressivement stabilisée. Le leader de l'opposition, Guaidó, a perdu son influence tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Mais Maduro ne pouvait pas s'attendre à ce que le Venezuela disparaisse complètement des radars internationaux. Dès novembre 2022, les présidents colombiens, argentins et français se sont réunis à Paris pour négocier un accord avec le Venezuela proposant des élections présidentielles libres en 2024. L'incitation devait être le déblocage d'un fonds de 3 milliards de dollars provenant des avoirs vénézuéliens gelés destinés à faire face à la crise humanitaire du pays. Un autre geste géopolitique de bonne volonté a été la déclaration des Américains selon laquelle Chevron était prêt à explorer le pétrole au Venezuela. Ceci est important, car le Venezuela ne dispose pas des ressources ou de la technologie nécessaires pour développer efficacement ses propres gisements d'hydrocarbures. Avec cette démarche, les Américains voulaient briser le monopole du cartel OPEP+, et en même temps frapper un autre pétrole-État, la Fédération de Russie. En octobre 2023, une percée a eu lieu. Le Trésor américain a temporairement suspendu les sanctions contre le pétrole, le gaz et l'or vénézuélien. Critiquée par les sénateurs républicains, cette mesure était une réponse à un accord entre le gouvernement Maduro et l'opposition pour organiser des élections présidentielles en 2024. Les Américains avaient donc tout intérêt à débloquer le Venezuela et le motif d'élections libres en fournissait une parfaite justification. Le sous-ministre au Trésor chargé du terrorisme et du renseignement financier, Brian Nelson, a expliqué que les fonds pourraient être retirés si les représentants de Maduro ne remplissaient pas leurs obligations. Le secrétaire d'État Anthony Blinken a, quant à lui, souligné que les États-Unis attendaient un calendrier défini et un processus concret pour évaluer les candidats au Venezuela, ainsi que la libération de tous les citoyens américains injustement détenus et des prisonniers politiques vénézuéliens. Sans surprise, Maduro n'a pas réussi à répondre à ces exigences. Au lieu de cela, la Cour suprême vénézuélienne a annulé les résultats des élections primaires organisées en novembre pour déterminer le candidat aux élections de 2024. La candidate de droite, María Corina Machado,
a remporté le scrutin avec 92% des suffrages, avec plus de 2,3 millions de votants. Maduro pourrait donc utiliser ses intentions nationalistes de l'annexion d'Essequibo pour unir l'opinion publique à la veille des élections présidentielles prévues en mars 2024. Le conflit armé pourrait constituer une excellente justification pour reporter les élections et gagner du temps. Un autre motif possible de l'invasion est le remaniement régional au sommet du pouvoir. Après la deuxième marée rose, qui a porté au pouvoir plusieurs présidents de gauche, les récentes élections ont inversé cette tendance. Les gouvernements couronnés du succès en Uruguay et au Paraguay, la grande popularité du président Bukele au Salvador, et les récentes victoires de la droite en Équateur et en Argentine, coïncident avec des crises institutionnelles majeures dans des pays de gauche comme le Chili, le Pérou et la Bolivie. Maduro se défend contre une résurgence de la droite au Venezuela, tout en profitant du fait que son allié historique Lula est président au Brésil, la première puissance régionale capable de soutenir politiquement les élections vénézuéliennes. Certes, Lula exprime déjà son soutien à Maduro, par des paroles et par des actes. Il a exprimé l'espoir que, je cite, « le bon sens prévaudra du côté du Venezuela et du côté du Guyana », ce qui peut être lu comme une approbation du chantage de Caracas. Il a également refusé de rencontrer le président guyanais en personne lors du sommet de la COP28 aux Émirats arabes unis. Il a enfin un motif global, qui serait intéressé à ouvrir un troisième front, après l'Ukraine et Gaza, pour attirer l'attention du monde. Vous l'aurez deviné, la Fédération de Russie, partenaire clé du Venezuela de Maduro. D'autant plus que Maduro doit beaucoup à Poutine pour l'avoir aidé à consolider son pouvoir à un moment critique. Peut-être les Russes influencent-ils les décisions de Caracas, détournant ainsi l'attention de l'Occident de l'Ukraine. Après le Soudan et Gaza, le Venezuela pourrait être le prochain conflit qui exigera des ressources américaines qui ne sont pas illimitées. Beaucoup dépend du comportement du Brésil. C'est la principale puissance de tout le continent, et la géographie signifie que la meilleure route pour une invasion passe par son territoire. Le gouvernement Lula a pris des mesures pour empêcher l'escalade de la crise entre le Venezuela et le Guyana, mais il est difficile de prévoir ces actions en cas d'invasion réelle. Les forces armées brésiliennes ont renforcé leur présence à la frontière nord du pays, dans un contexte de tensions croissantes. Bien qu'ils disposent d'une armée presque 3 fois plus nombreuse, mieux entraînée et armée que celle du Venezuela, le gouvernement brésilien est favorable à une solution négociée. Le conseiller aux affaires internationales de Brasilia, Celso Amorim, s'est rendu dans la capitale vénézuélienne pour discuter de cette question, tandis que le ministère des Affaires étrangères a souligné, je cite, qu'il appréciait qu'à l'heure où plusieurs régions du monde connaissent des conflits armés, l'Amérique du Sud reste un environnement de paix et de coopération. Brasilia semble ainsi se positionner en promoteur de la paix régionale, sans toutefois critiquer Nicolás Maduro. Le Guyana lui-même n'est pas non plus complètement isolé. En tant que membre du Commonwealth, anciennement connu sous le nom de Guyane britannique, il entretient un partenariat avec le Royaume-Uni dans la formation des officiers. Le secrétaire général du Commonwealth a publié le 1er décembre une note offrant son plein soutien au Guyana. Il a déclaré, je cite, que le Commonwealth appelle tous les membres des Nations Unies à encourager les parties à respecter l'intégrité, la légitimité et le caractère contraignant des décisions de la CIJ qui créent des obligations juridiques internationales pour les parties. Irfan Ali, président du Guyana, a déclaré sur les réseaux sociaux pour assurer la population, je cite, « Je veux assurer aux Guyaniens qu'il n'y a rien à craindre dans les heures, jours et mois à venir. Nous serons vigilants, mais nous travaillons sans relâche pour garantir que nos frontières restent intactes et que notre population et notre pays restent en sécurité. » Qu'en est-il de l'hégémon de l'hémisphère occidental, les États-Unis? Les Américains tentent également de préparer les Guyanais au pire. Le 27 novembre, des militaires de la 1re brigade d'assistance aux forces de sécurité, SFAB, de l'armée américaine et des forces de défense guyaniennes se sont rencontrés pour planifier la préparation militaire et les capacités de réponse sécuritaire des deux pays. L'ambassadrice américaine en Guyana, Nicole Thériault, a réitéré, je cite, « Nous soutenons la souveraineté territoriale du Guyana et exhortons le Venezuela à faire de même. » Fin de citation. Il est important de rappeler que les entreprises américaines font partie du succès économique massif que connaît actuellement le Guyana. L'économie devrait connaître une croissance de 37% cette année, et l'année dernière, elle a augmenté de 62% sur un an, selon le FMI. Le PIB du Guyana croît au rythme le plus rapide au monde, et cela
grâce à l'extraction de pétrole sur le plateau offshore du Guyana. Les entreprises américaines en sont responsables, Exxon et d'autres, investissant des milliards de dollars. Cela montre clairement que même si le Guyana fait partie du Commonwealth, ce sont les Américains et non les Britanniques qui ont le plus intérêt à soutenir l'autodétermination du Guyana. C'est sans doute la pression que font les dirigeants des géants pétroliers américains, comme Exxon, et leur influence aux États-Unis est importante. Il existe également une autre raison pour laquelle les Américains tentent d'éteindre les incendies partout dans le monde. Chaque nouveau conflit met à mal l'ordre international dont ils sont les garants. Pour ces raisons, si les tensions montent, il n'est pas exclu par exemple qu'un groupe de porte-avions américains puisse être développé au large du Guyana. Les capacités de projection de puissance d'un tel groupe éclipsent celles de l'armée vénézuélienne et constitueraient une roulette russe pour Maduro. Les Américains prendraient-ils la défense du Guyana s'il était attaqué? C'est la question que devrait se poser Nicolás Maduro au moment de donner l'ordre d'attaquer. En revanche, les Américains ne peuvent pas y stationner indéfiniment. Interrogé sur les conséquences possibles, l'ambassadeur américain en Guyana submentionné a déclaré « Pour l'instant, n'injurions pas l'avenir ». D'un autre côté, les instruments économiques et juridiques destinés à faire pression sur le Venezuela sont déjà utilisés presque au maximum. En théorie, les Américains ont plus de marge de manœuvre lorsqu'il s'agit du Brésil, et les Brésiliens pourraient alors exercer davantage de pression sur Caracas. Finalement, comment évaluer les projets du Venezuela? En théorie, il existe des bases juridiques pour contester l'état d'Essequibo. Mais dans la pratique, nous parlons d'un pays qui a sa propre culture, et ses relations avec Londres ne sont plus les mêmes qu'il y a 150 ans. Le Guyana est un pays indépendant et une nation indépendante. Même si l'arrangement territorial de l'époque favorisait les Britanniques, aujourd'hui, les intérêts du peuple guyanais doivent primer, et ils ne veulent faire partie ni du Venezuela, ni du Royaume-Uni, comme ils l'ont prouvé lorsqu'ils ont obtenu leur indépendance en 1966. Il reste à savoir ce que l'avenir nous réserve, mais nous sommes au bord d'une autre guerre, cette fois à l'autre bout du monde. La périphérie se fissure et le monde tremble de plus en plus. Déjà, alors que nous sommes en train de réaliser cet épisode, Maduro a publié un décret déclarant l'annexion unilatérale de l'Essequibo par le Venezuela. Il nomme le général Rodríguez Cabello pour diriger l'occupation de la région. Mais pour que l'annexion passe de jure à de facto, le Venezuela doit procéder à une invasion effective. Maduro donnera-t-il ordre? La situation au Guyana est surveillée par des avions de reconnaissance américains. Le président du Guyana a déclaré que son pays se préparait à se défendre.